Le lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 15. Let's go! Bienvenue à tous à ce 15e épisode du lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Charlie Fernandez. Charlie est le cofondateur de Studio Réverbère, une agence de communication spécialisée sur Instagram. Cette agence développe stratégie, direction artistique, contenu et campagnes publicitaires ou de marketing d'influence sur Instagram. En 2015, 4 ans seulement après son arrivée au Québec, Charlie cofonde Maple Inside, un laboratoire et incubateur à start-up. Par la suite, il a tout quitté afin de se consacrer entièrement à Studio Réverbère, qui est maintenant la deuxième entreprise qu'il lance. Salut Charlie, ça va bien? Salut Jonathan, ça va super bien, merci et toi? Ben ça va très bien, merci. Merci de participer au lounge, c'est super apprécié. Ben écoute, merci à toi pour ton invitation, puis tant qu'à être dans les politesses et autres modalités, j'en profite pour t'adresser mes meilleurs vœux pour 2019. J'espère que tu auras une année merveilleuse et radieuse. Ben merci beaucoup, toi aussi, c'est bien gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est la première fois, justement, on n'est pas si tôt dans l'année d'habitude quand je fais un podcast, fait que... Ben c'est bon, t'as pris des bonnes résolutions pour l'année 2019, là, on va commencer ça en force. Ouais, exactement. Parfait, ben je te remercie. J'espère que t'en as pris des bonnes, que toi aussi ça va bien aller de ton côté. Ouais, mais moi je prends pas tant des résolutions, je prends plutôt des objectifs, ouais. Je te dirais, comme mettons essayer de prendre plus de temps libre pour passer du temps, soit en famille, soit avec mes amis, puis essayer de décrocher un petit peu de la job, si je puis dire, parce que quand t'es entrepreneur, ta vie professionnelle prend souvent le pas sur le reste, y compris, si je puis dire, les petits moments importants de la vie quotidienne. Donc c'est pas mal ça, je te dirais, mes objectifs pour la nouvelle année. Donc toi, t'en as-tu pris des bonnes? Ouais, ben en fait, c'est juste d'être plus sérieux, si on veut, d'être plus constant. Tu sais, je dis pas que je suis pas sérieux, mais tu sais, genre quand je prends le podcast en exemple, mettons, tu sais, je veux vraiment que c'est quand je le fais, je suis sérieux là-dedans. Sauf que je suis pas assez constant. Je l'ai toujours voulu le faire au moins une fois par semaine. Là, cette année, c'est sûr et certain que ça va arriver. Donc, mais les autres années, tu sais, je pouvais le 2 mois sans en faire un, puis ça c'est pas bon. Là, ouais, la régularité, ça prime surtout. Ouais. Quand on crée du contenu, c'est essentiel, ouais. C'est vraiment juste ça, d'être plus constant parce que j'ai souvent des bons objectifs dans la vie, là, une bonne volonté, mais tu sais, je l'applique pas toujours, fait que c'est ça le problème. Ben écoute, j'espère que 2019, tu joindras les actes à la parole. Ben oui, ben exactement, on l'espère. Ben ça devrait, c'est bien parti en tout cas. Excellent. Tu veux nous parler un peu de toi en commençant, ce que tu fais dans la vie, tes passe-temps, tes passions? Écoute, comme je le laissais entre guillemets présager, tout simplement durant l'introduction et comme beaucoup de tes invités, je suis entrepreneur en fait. J'ai lancé plusieurs business, dont la dernière en date étant tout simplement Réverbère, la première agence de communication spécialisée sur Instagram au Canada. Donc je dirais que ma vie se résume beaucoup à ça depuis un peu plus d'un an, puisqu'on s'est lancé en octobre 2017. Donc je travaille beaucoup pour Réverbère. On travaille vraiment en tant qu'agence, encore une fois spécialisée sur Instagram, selon 4 métiers. On se spécialise encore une fois sur tout ce qui a trait à Instagram. On est un guichet en fait unique pour les besoins donc liés à Instagram, donc que ce soit en termes de marketing de contenu, en marketing d'influence, en marketing publicitaire ou en marketing d'interaction. Donc je te dirais que je travaille pas mal sur ça. Sinon, quand j'ai un petit peu de temps libre, je suis un pas pire gamer, je dois t'avouer. Je fais quelques heures derrière la console quand j'ai le temps de le faire. Sinon, j'adore cuisiner. Je fais beaucoup de bouffe parce que j'adore autant cuisiner que manger. En fait, je te dirais que pendant le temps des fêtes, j'ai eu le temps d'améliorer mes skills, que ce soit au niveau de la fourchette ou au niveau de la cuillère. Puis de temps en temps un petit peu Netflix quand j'ai le temps. Je suis un gros consommateur de séries et de films. Donc ouais, écoute, un gars de 30 ans bien normal, je crois, malgré tout. Puis... ah, c'est clair. T'as-tu des types de jeux en particulier? Parce que moi aussi, j'aime bien ça. Ah ouais. Moi, je suis un gros, en fait, je suis un gros joueur de Call of Duty, ou du moins, je l'ai été pendant un moment, un petit peu moins maintenant. Sinon, Pro Evolution Soccer, qui est un jeu de soccer référence. Je dirais d'ailleurs PES, pour moi, c'est bien meilleur que FIFA. Sinon, pas mal de Fortnite en ce moment également. Et c'est pas mal ça. Là, il faudrait que je m'achète Red Dead Redemption 2 là, un moment parce qu'il faudrait que j'y joue. Mais écoute, il faut gérer les priorités, je te dirais. Non, c'est sûr, hein. À un moment donné,
c'est sûr que c'est le fun, mais ça peut pas prioriser sur... Ouais, puis tu sais, genre, faut équilibrer tout ça. Le bonheur, c'est une question d'équilibre, puis encore une fois, de gestion des priorités, mais je dois t'avouer que non, je suis toujours in pour une petite session de gaming, ouais. C'est sûr. Puis au niveau de Réverbère, justement, tu nous parles un peu de ton entreprise, de comment est née l'idée de cette entreprise-là? Ben en fait, avant de cofonder Réverbère, donc avec mon associé Tristan Jevaux, on était également associés dans un autre projet. En fait, moi ça fait 8 ans que je suis au Québec, Tristan ça fait 5 ans, donc ça fait 5 ans quasiment qu'on travaille ensemble. Hein, donc c'est une histoire de longue date, je te dirais. Avec Tristan, on a commencé ensemble au WAC, on a commencé à s'apprivoiser là-bas. Au début, je dirais qu'on s'aimait pas particulièrement, on avait deux tempéraments assez forts, donc ça brassait assez solide, je te dirais. Donc avec le temps, on a commencé un petit peu à se faire confiance, à s'apprécier, puis à apprécier surtout la qualité du travail de l'autre. Donc on est rapidement passé, moi de gestionnaire de communauté à directeur des communications du web à Québec, et lui de designer à directeur artistique. Donc on a fait un peu plus de 2 ans au WAC. On a eu pas mal d'initiatives entre temps, je dirais pendant le WAC, mais on a surtout lancé ensemble une première entreprise qui s'appelait Maple Insight, qui était un startup studio. Et au sein de laquelle on avait plusieurs startups, dont notamment une startup dans le domaine de la monétisation du trafic, pour laquelle en fait on a testé pas mal de campagnes d'acquisition sur différents médias, notamment, comme tu t'en doutes, sur Instagram. C'est là un petit peu la genèse, si je puis dire, de Réverbère, parce qu'on s'est rendu compte en fait en suivant de très près ce qui se faisait notamment aux États-Unis ou encore en Europe, qu'Instagram ici était vraiment sous-exploité. Puis quand je dis ici, c'est pas seulement qu'au Québec, c'est vraiment au Canada, puis même dans bien d'autres pays, puisqu'on travaille aussi à l'international. Donc on s'est dit ce serait le fun de faire quelque chose par rapport à Instagram. Mais je dois t'avouer que Maple Insight nous tirait pas mal de jus. Donc à un moment il a fallu prendre une décision, puis Tristan et moi on a décidé en fait tout simplement de se retirer de Maple Insight et de laisser, si je puis dire, nos autres associés continuer avec cette business-là, pendant que nous, on se lançait donc sur Réverbère. Donc, on a vraiment profité, ni plus ni moins, que d'un espace libre sur le marché, puisqu'il n'y avait aucune autre agence qui se positionnait comme ce guichet unique sur Instagram au Canada, pour pouvoir s'implanter, tout simplement devenir la référence en ce qui a trait à Instagram au Canada, du moins je l'espère dans les prochains mois. On a développé... mais écoute, c'est gentil, merci beaucoup. On a fait quand même pas mal de mouvements en ce sens, je dirais, durant la dernière année, puisqu'encore une fois, on a à peine un peu plus d'1 an d'existence. On a notamment sorti un e-book qui s'appelle Instagram sans filtre, qui est l'ouvrage marketing le plus complet, qui a été publié en fait toutes langues confondues au sujet d'Instagram. Puis le plus beau dans tout ça, c'est qu'il est gratuit. Vous pouvez le trouver sur notre site web www.studio-reverbère.com. Et on a fait pas mal de partenariats avec des belles marques, que ce soit des marques plus sur le plan local, d'autres sur le plan provincial, parfois même sur le plan national, voire international. Donc c'est comme ça un petit peu qu'on s'est positionné au fil du temps, je te dirais, tout simplement. Ouais, non, mais c'est ça. J'avoue je dirais qu'au Québec, on a un peu ça, tu sais, comme tu dis, c'est pas juste au Québec, là, même au Canada, là, mais on est un peu souvent en retard sur les modes, je dirais même le podcast, là, ça fait des années que c'est populaire aux États-Unis, là. Puis au Québec, on commence vraiment à en entendre parler, là, tu sais. Veux pas, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, entre guillemets, influencent, si je puis dire, cette tendance. Premièrement, moi, je pense que la taille du bassin de population joue pour beaucoup. Ouais, exactement. Moi aussi, c'est ça. Je pense que comment je pourrais dire, le seuil de tolérance au risque est peut-être plus important chez nos voisins états-uniens qu'au Québec. Il y a plusieurs, sans vouloir faire de généralité, bien entendu, mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer justement ce léger retard. Puis encore une fois, dans le cas d'Instagram, c'était vraiment c'était vraiment un cas particulier, parce que moi j'ai longtemps travaillé sur le domaine des médias sociaux, j'ai environ 10 ans de background, je te dirais, en stratégie et marketing numérique. Quand on compare un petit peu le cas d'Instagram, puis tout ce qui s'en vient au niveau donc du commerce transactionnel sur Instagram, ce qu'on a vu en termes de mise en marché des fonctionnalités, c'est totalement différent de ce qu'on a vu par le passé. C'est-à-dire que si on fait le parallèle entre Facebook et Instagram, donc Instagram est la propriété de Facebook depuis 7-8 ans maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand Facebook, par exemple, lance une nouvelle fonctionnalité ou n'importe quel réseau social, il va lancer cette fonctionnalité dans ce qu'on appelle un marché secondaire. Donc pour Facebook, c'est beaucoup l'Amérique latine, parfois l'Australie et beaucoup les pays donc des Balkans. Et dans le cas donc de tout le volet e-commerce sur Instagram, qui a commencé à être déployé il y a 2 ans et demi, 3 ans aux États-Unis, puis qui est arrivé au cours du premier semestre de 2018 au Québec, puis dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, dans la mesure où une entreprise comme Instagram, Facebook, Twitter ou quoi que ce soit n'avait jamais lancé une fonctionnalité aussi importante sur son marché primaire, si je puis dire. Puis dans le cas d'Instagram, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment 48% de l'audience de la plateforme est aux États-Unis, ce qui peut notamment expliquer ce choix stratégique. Donc, veux pas, nous, le Québec, on a vu ça, entre guillemets, de loin, sans vraiment être loin, puisque c'est juste à côté de chez nous. Et on s'est dit, c'est sûr que quand ça va arriver au Québec,
il va y avoir une première vague à surfer, que nous on est en train de surfer présentement. Puis il y aura sûrement une deuxième vague à surfer dans, entre guillemets, 18 mois, 24 mois après le lancement de cette fonctionnalité-là, puisque nos voisins américains sont déjà en train de travailler sur une nouvelle version de cet écosystème transactionnel-là, qui vont tout simplement faire en sorte qu'Instagram va devenir le concurrent numéro 1 d'Amazon. Je vous en dis pas plus, on en parlera plus tard dans l'entrevue. OK, quand même. Je sais que justement, Réverbère, c'est quand même assez jeune comme entreprise, mais disons, dans toute ta carrière d'entrepreneur, ça serait quoi, tu penses, la pire épreuve que tu as eu à surmonter? Puis qu'est-ce que tu as appris de cette épreuve-là? C'est une super belle question, puis c'est aussi une des raisons pour laquelle je pense on a décidé de cofonder Réverbère avec Tristan encore une fois. C'était lors de notre ancienne entreprise, donc Maple Insight, on avait vraiment une croissance super intéressante puisqu'on est allé atteindre une milestone assez intéressante en termes de croissance qui était celle d'environ 20 employés en l'espace de 18 mois, ce qui est quand même pas pire pour une entreprise au Québec. Mais on s'est peut-être rendu compte qu'on a mal géré, si je puis dire, cette croissance, où on a été trop optimiste ou peut-être trop... pas aveugle, mais on s'est peut-être caché certaines choses, si je puis dire, plus ou moins volontairement quant à la gestion de la croissance et la chose comme on devait le faire. Puis un jour, comme tout ce qui monte doit redescendre, à un moment, on a eu tout simplement la perte d'un partenaire majeur, donc dans le cadre de cette startup, qui était un partenaire essentiel à la monétisation de certains modèles d'affaires qu'on avait. Puis on s'est tout simplement retrouvé du jour au lendemain à devoir faire un plan de restructuration, qui était le premier que j'avais, entre guillemets, eu à faire par la bande, puisque c'était un de mes associés qui était responsable de ça. Et on a dû remercier plusieurs personnes, vraiment une grosse partie de l'équipe, que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau du UX, que ce soit au niveau du marketing, avec des personnes que j'avais, si je puis dire, sous mon aile. Donc c'était vraiment difficile parce que la façon dont fonctionnait Maple Insight, c'était vraiment une famille. Je veux dire, on passait énormément de temps ensemble et pas seulement au bureau. C'était un modèle d'affaires ou du moins une structure organisationnelle d'entreprise qu'on retrouve vraiment dans le milieu des startups. On était loin de ce qu'on retrouve dans des agences ou des entreprises plus traditionnelles, ou même si au Québec, on a une hiérarchie qui est moindre par rapport à l'Europe, si je puis dire, on passait encore une fois beaucoup de temps ensemble. On était souvent les uns chez les autres, on faisait souvent des soupers, des barbecues, donc veut pas, tes collègues de travail deviennent inévitablement des amis, puis j'insiste sur le terme ami parce que c'était vraiment ça. Donc quand il a fallu, entre guillemets, mettre les sentiments de côté pour essayer de faire des choix qui rationnellement avaient du sens, ça n'a pas été facile. Donc ça a été vraiment le passage vraiment difficile. Puis ça m'a appris tout simplement à mieux tempérer nos ardeurs, si je puis dire, en termes de croissance par rapport à Réverbère. Notre objectif, c'était de faire la première année avec Tristan, tous les deux, si je puis dire, pour essayer de valider tout simplement la viabilité du modèle d'affaires, puis voir si d'autres gens embarquaient dans ce trip, en fait, puisque on trouvait ça trippant, mais il fallait que les clients trouvent ça trippant aussi. Puis on est content aujourd'hui que les gens soient contents de nos services et les recommandent. Puis on a fini finalement avec 4 personnes dans l'équipe. Donc oui, on a un petit peu dépassé les objectifs qu'on s'était fixés, mais veut pas. Ouais. Puis c'était fait vraiment de manière vraiment très 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 prudente. On est très très conservateur sur notre croissance. Mm-hmm. On veut pas mettre la charrue avant les bœufs, dans la mesure où moi je préfère faire des semaines plus longues et si je puis dire, de pas avoir annoncé de mauvaises nouvelles à nos employés. Ouais. Versus que d'embaucher un petit peu n'importe comment, puis de pas fournir des bonnes conditions d'emploi aux gens avec qui on travaille, tout simplement. Ah non, c'est clair, c'est comprenable. C'est une bonne façon de voir les choses. Ouais, puis même, tu sais, pour nous, d'un point de vue gestion, on a vraiment un modèle d'affaires qui est, qui est vraiment custom made. Vraiment, Réverbère, on n'est pas vraiment une agence. C'est pour ça que le vrai nom de Réverbère est Studio Réverbère. Je trouve qu'on est vraiment un hybride entre ce qu'on fait chez les agences en termes, tu sais, de structure du travail, en termes de méthodologie, puis en termes, si je puis dire, de suivi de projet, de charge de projet, de transparence, etc. Mais on a vraiment une partie de notre ADN qui est très inhérent, si je puis dire, à la culture des startups, où on retrouve beaucoup d'approches novatrices, on trouve beaucoup, si je puis dire, de choses qui sont pas forcément connues des agences parce qu'elles veulent pas s'aventurer dans ces voies-là, où on a vraiment, je dirais, on est vraiment on est vraiment un hybride, en fait, c'est ça, exactement. On est vraiment un hybride, puis le fait qu'on ait cette culture différente de celle des agences-là, quand on recrute des gens, ça nous impose un certain défi, puisqu'il faut qu'on arrive à leur faire comprendre c'est quoi cette philosophie, c'est quoi notre méthodologie, comment on travaille. Puis veut pas, c'est pas forcément ce qu'ils ont appris au travail ou attendu à l'école. Donc ça demande quand même un travail de formation qui est quand même assez conséquent. Puis veut pas, si on est là pour former une personne pendant 6 mois, puis finalement lui dire bye au bout de 8, forcément pour l'entreprise c'est pas très wise. Non, c'est ça. C'est sûr, c'est pas rentable.
Justement, as-tu déjà travaillé dans une agence? Ouais, j'ai fait mes premiers pas en agence. Enfin, en fait, j'ai même pas fait mes premiers pas en agence. Moi, je suis arrivé au Québec il y a un peu plus de 8 ans. Donc, vous vous rendez compte à quel point l'accent reste même après 8 ans. Je pense que c'est une cause perdue, on va se le dire. J'ai commencé, moi, quand je suis arrivé ici, je travaillais à l'orchestre symphonique. J'étais la personne qui vous appelait quand vous rentriez de la job fatigué, que vous vouliez passer du temps avec votre blonde, et qui essayait de vous vendre des abonnements ou vous faire des dons. Donc, j'ai fait ça pendant un petit peu plus d'1 an. Ah ouais, okay. Puis je suis reparti parce que je venais de là-bas, je suis reparti en Chine avec mon ex, puis je suis revenu au Québec. Là, j'ai commencé à travailler en agence. J'ai fait 5 ans en agence, notamment chez Sogix, une boîte de dev qui a été rachetée par Spectrum, dans le quartier Saint-Roch. D'ailleurs, je leur passe le bonjour à toute l'équipe. Puis ensuite, j'ai travaillé donc 2 ans chez Libéo avec le talentueux, brillant et ô combien sympathique Jean-Philippe Bonneau. Puis après ça, j'ai décidé que c'était cool de travailler pour les autres, mais je pense que c'était mieux de travailler pour moi selon ma philosophie, mes croyances, puis mes valeurs, tout simplement. Mm-hmm. Ah, c'est important de suivre ce qu'on aime. Ouais, puis, je pense que c'est ça. En fait, tu viens, entre guillemets, de mettre le doigt sur ce qui est compliqué, je pense, quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneur, puis je commence à avoir ce recul-là au bout de 4-5 ans maintenant. C'est est-ce que tu vois ce que ça te prend, entre guillemets, pour te lancer? Puis c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de... On glorifie beaucoup l'entrepreneuriat, puis dans les jours actuels, il y a eu... Je vais pas forcément citer de nom, mais je veux dire, tout le monde va faire le rapport. On voit dans les médias qu'il y a certains entrepreneurs qui étaient notamment dans certaines émissions de télé, qui ont eu des problèmes de gestion de trésorerie, qui se font lapider. Ouais, c'est ça, t'as compris à qui faisait référence. Il y a des gens qui sont un petit peu lapidés sur la voie entre guillemets publique. Ah, ça c'est terrible. Là. Ça, par exemple, le monde ne devrait pas. À moins que qu'elle aille vraiment arnaquer quelqu'un, mais sinon si je pense qu'on est, premièrement, on n'est pas là pour juger parce que je pense que très peu de personnes ont la version complète de l'histoire. Puis il y a toujours 2 sons de cloche à une histoire. Il y a toujours le côté blanc et le côté noir. Puis rien n'est jamais blanc, rien n'est jamais noir. Mais ce que je voulais travailler par là, c'est juste que au final, être entrepreneur, c'est pas juste forcément une question de trésorerie, d'avoir l'argent pour se lancer. Oui, ça prend des fonds parce que peut-être tu vas pas faire d'argent dans tes 3, 6, 12 premiers mois, mais ça prend surtout, je pense, une volonté à te mettre dans une situation d'inconfort, que ce soit d'inconfort par rapport à toi-même. Moi, ça fait un petit moment que j'ai pas pris de vacances, par exemple, et puis ça fait un moment que je fais parce que c'est une chose que j'aime. Ça prend peut-être, mettons, te mettre en inconfort par rapport à ton couple. Moi, j'ai eu quelques ex, malheureusement, avec qui mon mode de vie était pas compatible. Puis c'est pas quelque chose que tu veux imposer ou forcer dans la mesure où sur le long terme, c'est jamais quelque chose de bon, ni pour la personne, que ce soit ta blonde, ta fréquentation, ton chum, peu importe, ni par rapport à toi-même. Donc, cette notion de comprendre qu'est-ce que ça prend pour devenir entrepreneur, je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Puis moi, quand j'ai fait ce move-là, qu'est-ce qui m'a motivé, c'était de me dire, écoute, t'as un peu d'argent dans le portefeuille, t'es tanné, entre guillemets, de te faire dire comment faire ta job, puis de travailler avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que toi. Donc, au lieu de te plaindre, au lieu de chialer, comme on sait si bien le faire en France, lance-toi, puis essaie de faire mieux que les autres. Puis ça a été, je dirais que ça a toujours été un petit peu une source de motivation dans ma vie parce que j'ai jamais été quelqu'un de très brillant à l'école. Puis je me suis fait toujours remettre en question et je me suis toujours fait dire que j'arriverais pas. Donc, je dirais que je carbure pas mal à ça. Puis à date, je suis un homme heureux. C'est la question que je me suis posée fin 2018. Malgré tout ça, parce que c'est un sacré tout. Est-ce que tu es heureux de ce que tu fais? Est-ce que tu es heureux de ta vie? Puis la réponse était oui. Donc je pense qu'au final, avoir du succès en entrepreneuriat, c'est ça. Ouais, clairement. C'est juste être heureux dans ce que tu fais, puis pouvoir manger. Ouais, c'est ça, ouais. Puis je veux dire, il faut bien commencer par quelque part. Je veux dire, Ben oui. C'est pas toutes les entreprises qui connaissent des croissances à 2 chiffres ou à 3 chiffres tous les semestres. Hein, faut pas. Il y a des cas, isolés. Puis c'est cool. C'est ces taux de croissance là. On est sur notre première année, on attaque la deuxième. On va être sur de la croissance à 2 chiffres, peut-être 3, qui sait. Mais c'est pas forcément l'objectif. On est plus sur un objectif de plaisir, d'épanouissement collectif et individuel qu'un objectif monétaire, je te dirais. Ça aussi, ça fait partie de son objectif de 2019. Ouais, c'est une bonne chose, c'est une bonne façon de penser, parce que de toute façon, si t'es juste drivé par l'argent, tu vas souvent être déçu. Ouais, tu vas souvent être déçu, puis au final, c'est pas tant l'argent qui importe, c'est la façon dont on l'utilise, puis la fierté que l'on a, si je puis dire, à le gagner, non pas aller chercher de l'argent, mais comprendre c'est quoi les efforts et le cheminement personnel qu'il y a en arrière, entre guillemets, de cette rétribution qui est l'argent. Ouais, clairement. Toi, dans la vie, est-ce que t'es une personne routinière, genre, est-ce que, y a-tu quelque chose que tous les jours t'as besoin de faire
pour que ta journée soit bien? Genre, si tu l'as pas fait à la fin de la Ah journée. oui, comme, il me faut que je mange. Moi, je suis un gros mangeur. Ah, sérieusement, je vais vous faire une confession que je fais rarement, mais depuis l'âge de, c'est quoi, 6-8 ans, 6-7 ans, donc il y a plus de 25 ans, j'ai toujours la même habitude pour mon goûter, parce que oui, à 30 ans, je goûte encore 2 tranches de pain blanc, du Nutella, puis genre un verre de lait ou quoi que ce soit. Ça va pas bouger. Je dirais c'est ma seule habitude. Sinon, je suis absolument pas quelqu'un de routinier, j'ai absolument pas de rythme. Je suis pas... je suis pas trop avec le mythe de l'entrepreneur, un esprit sain dans un corps sain, pour être franc avec toi. Je suis pas l'entrepreneur qui va se lever à 5h30 du matin, aller faire 1 heure au gym ou quoi que ce soit. Non, moi, je me lève plus vers 7h30, 7h. Puis à partir de là, je commence ma journée comme je peux, puis comme je veux surtout, encore une fois. Puis c'est ça qui est important. Mais ouais, non, j'ai pas, non, d'habitude de routine, non, pas vraiment. Puis j'essaie de pas en avoir parce que je pense que la routine et avoir des processus, c'est bien. Vraiment, dans la mesure où ça permet de réduire certains risques, ça permet d'avoir un roadmap clair dans sa tête, donc de gagner du temps, puis donc faire gagner de l'argent à nos clients. Mais ne pas avoir vraiment d'habitude trop ancrée, de routine, je pense que ça permet de garder, si je puis dire, le cerveau en alerte à certains imprévus et de se faire avoir des capacités d'adaptation qui sont bien plus importantes que la moyenne. Mais c'est très personnel, encore une fois, comme avis. Non, c'est sûr que si ta journée, c'est tout le temps la même chose à chaque jour, puis moindrement que ça dévie, tu sais pas comment réagir. Là, Ouais, non, c'est ça. Puis encore une fois, ça aussi, je pense, ça fait partie des critères inhérents pour être entrepreneur. Mon père m'a toujours dit, imagine le pire, tu seras jamais loin de la vérité. Puis, cette phrase-là, sérieusement, si je devais avoir une phrase qui devait être considérée comme un motto, quoi que ce soit, ce serait ça, vraiment. Parce que c'est l'imprévu fait partie intégrante de nos vies. Puis quand on est entrepreneur, j'ai l'impression que tu rajoutes un coefficient multiplicateur de 1000 à cette phrase-là, puis elle prend tout son sens. Ouais. Ah, sérieux que j'adore cette phrase. Ça fait vraiment du sens. Ouais, ben merci papa pour la phrase à penser, voilà. Merci papa Charlie. Ouais. Ah, sérieux, c'est vrai. Le pire, quand tu repenses, là, quand tu penses justement, tu fais, c'est vrai que si tu penses aux pires situations. Ouais, puis ça permet de justement relativiser quand les mauvaises situations arrivent, parce que veux pas, il y en a toujours qui arrivent, des plus ou moins graves. Je dirais que l'important c'est comment tu les gères, mais surtout ça permet d'encore plus apprécier les bons moments. Hier par exemple, on était avec un de nos clients, on était en rencontre de démarrage, puis genre on partait pour parler de sujets vachement importants, de grosses campagnes de marketing d'influence. Puis en début de meeting, la première chose qu'ils ont dit, écoutez, on est super content de ce qu'on a fait à date. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'on travaille avec eux. Ils ont une grosse augmentation de l'achalandage en restaurant, parce qu'on parle des restaurants chez Victor, sur les derniers mois. Donc c'est super cool. Puis ça, tu sais, genre, quand tu arrives en meeting, tu commences comme ça, puis tu vas aborder des enjeux qui sont quand même super importants, des stratégies qui vont être mises en place sur les prochains semestres ou sur la prochaine année. Tu sens que tout le monde est dans un élan positif, que tout le monde va tirer dans le même sens, qu'il y a vraiment cette volonté, si je puis dire, d'aller de l'avant. Puis ça, c'est d'autant plus appréciable quand on a la philosophie dont on vient de parler là. Ah, c'est cool ça. Tu dirais que ce serait quoi tu sais, j'aime pas utiliser, je dis tout le temps la question, c'est quoi ta plus grande faiblesse d'entrepreneur, mais ce que je voudrais dire, c'est, mettons, ce que t'aimes le moins faire, ce que t'es le moins à l'aise à faire, ce que si tu pouvais éviter de faire au niveau de l'entrepreneuriat, tu l'évites, ou tu le délègues présentement déjà, justement, parce que t'as eu ça pour mourir, faire ça. Ben, tu sais, il y a toujours des choses qu'on n'aime pas faire, puis je pense que ça aussi, c'est un petit peu comme la philosophie que je te disais tantôt, se forcer à faire les choses qu'on n'aime pas, ça nous permet d'apprécier vraiment les choses qu'on aime, puis c'est quelque chose qui me motive pas mal à ce que je fais au quotidien. Les gens me voient tout le temps, tu sais, en termes de personal branding, j'ai toujours une image de quelqu'un de très avenant, très extraverti, qui adore discuter avec les gens. En fait, c'est pas tout à fait la vérité. Je suis pas un grand fan de 5 à 7. Je vais rarement dans des événements mondains, si je puis dire. Je suis pas un grand coureux des événements, des chambres de commerce ou quoi que ce soit. Je suis plus, je dirais pas un gars réservé parce que j'ai quand même, je pense, une personnalité assez forte. Mais tout ce côté, comment je pourrais dire, PR au sens entre guillemets un peu vulgaire du terme, parce que pour moi c'est un petit peu vulgaire dans le sens, ça vient dans une démarche collective et pas forcément individuelle. C'est quelque chose dans lequel j'excelle pas parce que j'aime pas vraiment ça. En revanche, prendre le temps, comme je le fais ce matin, de discuter avec toi d'enjeux qui me passionnent, qui nous passionnent, parce que veux pas, t'es un passionné d'entrepreneuriat également. Ça, j'adore ça, tu vois. La semaine prochaine, par exemple, je serai à Expo Entrepreneur 2019 à Montréal, puis je suis vraiment super fébrile à l'idée d'aller à cet événement. Je capote, j'ai eu la confirmation hier. Depuis hier, je suis au téléphone avec des amis qui sont à Montréal, des amis qui sont à Québec, parce que je sais que je vais être, oui, dans un événement qui est vraiment un événement de réseautage, mais pendant 2 jours, je vais parler avec des gens
qui ont le même mindset que moi. Pareil, quand je veux rendez-vous e-commerce à Montréal, là, je vais parler avec des détaillants qui ont des centaines de magasins à travers le Canada, comme par exemple nos clients Uniban avec qui on travaille depuis quelques mois maintenant. Puis, quand on va pouvoir discuter avec eux, on va pouvoir apporter des challenges qui, moi, en tant que gens d'affaires, me passionnent. Ça, je pense que c'est un des gros cheminements, c'est aussi que j'ai eu en tant que personne et que personne d'affaires, si je puis dire, durant les dernières années. Moi, je suis un gars qui vient un background de vente, puis par la bande / communication marketing. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins d'affinité justement avec les gens de communication et de marketing en tant que tel, et que j'avais beaucoup plus d'affinité avec des entrepreneurs. Donc des gens qui sautent dans de l'avion et puis qui réfléchissent à comment ils vont monter leur parachute pendant qu'ils sont en train de tomber. Ce genre de personnes-là, entre guillemets. Puis le fait d'aller dans des événements comme ça, puis de rencontrer ces gens-là, puis d'échanger sur nos défis respectifs, que ce soit en termes de RH, que ce soit en termes de culture d'entreprise, que ce soit en termes de recrutement, en termes de gestion, de financement, ça me fait capoter, quoi. Ça me fait vraiment capoter. Je suis super excité. Nice. Ouais. Donc non, il y a plein de choses que j'aime pas faire, si je puis dire, en termes qu'entrepreneur. Pareil, c'est tout ce qui est le côté gestion, facturation, c'est pas forcément quelque chose qui me passionne, mais je veux pas, quand t'as une business, faut que tu acceptes de faire ces choses-là parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre, tu sais, suivre les comptes clients, faire en sorte que tout le monde soit payé quand il faut, comme il faut. C'est pas forcément des choses qui me plaisent. Les choses qui me plaisent, par exemple, c'est comme on l'a fait par exemple l'année dernière quand on a rédigé Instagram sans filtre, l'ouvrage dont je te parlais tantôt, qui est vraiment un e-book super complet. On parle pas d'un e-book d'une dizaine de pages, c'est un e-book plus d'une centaine de pages où tu as 30 conseils pratiques pour augmenter tes ventes sur Instagram. Ça me plaît, tu vois. Ça me fait triper, monter des campagnes pour promouvoir ça, donner des conférences, des formations, partager ce qui me passionne. Ça, j'adore ça. Malheureusement, en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément le feu numéro 1 sur lequel tu te consacres, si je puis dire. Ça vient plus par la bande, malheureusement. Non, c'est clair. Du moins pour le moment. Non, ouais. C'est vrai que ça va changer avec le temps, je l'espère. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on aime pas faire en tant qu'entrepreneur, mais tu peux pas tout déléguer, là. À un moment donné, ça te coûterait bien trop cher. Ouais, puis je pense que c'est même, tu sais, au-delà de déléguer, c'est bien que tu saches, entre guillemets, quelle est ta réalité. Ouais. Puis la meilleure réalité qu'on a souvent, c'est quoi? C'est le feedback direct de tes clients. Donc les rencontres face à face, puis on met un point d'honneur à faire des rencontres régulièrement avec nos clients, que ce soit au téléphone, que ce soit en face à face, que ce soit sur Hangout, mettons. Puis la deuxième réalité, c'est les chiffres. Puis ça aussi, je pense que c'est important que de balancer, si je puis dire, ces deux éléments-là pour avoir vraiment une idée précise de quelle est la situation de ton entreprise, je veux dire. Ouais. Puis à l'inverse, tu penses que ce serait quoi ta force, ce que tu aimes le mieux faire au niveau de l'entrepreneuriat? Je pense que je pense que je commence à être un bon vulgarisateur, vraiment. Je pense avec le temps. Puis en fait, je pense que j'arrive à partager la passion que j'ai pour ce que je fais dans la mesure où je tripe vraiment sur ce que je fais. Si je voulais faire de l'argent, j'aurais pas monté Réverbère. J'aurais parti en agence, dans une agence à Montréal ou à Toronto ou peu importe. Puis j'aurais fait probablement plus d'argent que ce que j'en fais actuellement, j'en doute même pas. Mais c'était pas ça, moi, qui me faisait triper. Moi, ce qui me faisait triper, c'est d'essayer de faire quelque chose de nouveau et d'expliquer aux gens pourquoi ce que je fais, c'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment insane et pourquoi ils devraient prendre 5 minutes pour m'écouter. Puis c'est la même chose, là, encore une fois, on a une nouvelle personne qui est rentrée au bureau la semaine dernière. D'ailleurs, je la salue, Margot. Bienvenue chez Réverbère. C'est excellent, tu sais, genre, de pouvoir partager, pourquoi on travaille, comment on travaille, quelles sont, si je puis dire, les choses dans lesquelles on croit. Puis, encore une fois, comment on fait notre travail versus, comment notre concurrent travaille. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me fait triper. Puis bien entendu, tout le volet marketing, tout le volet copywriting, tout le volet des entrevues comme on fait actuellement, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. OK. Ouais, c'est ça, t'es quand même sociable, mais tu sais, t'as pas le goût d'aller dans tous les réseautages qui existent. Puis parce que c'est fatigant, je vais te le dire honnêtement, c'est fatigant. Puis au bout d'un moment, tu priorises tes énergies. Puis je respecte énormément les gens qui sont là-bas, puis j'ai beaucoup de respect pour les gens qui courent ces événements parce que je l'ai fait moi quand j'ai commencé vraiment en agence, puisque j'étais aux ventes. Puis veux pas, c'est par là où tu vas construire ton réseau, donc c'est une création un petit peu plus de masse. Mais quand tu arrives dans un nouveau pays, que tu connais personne et que c'est ta première grosse job, t'as besoin d'aller là-bas. T'as besoin d'aller là-bas parce que t'as besoin de te baigner dans la culture, t'as besoin de rencontrer du monde, puis t'as besoin de te faire connaître. Donc, c'est une étape un petit peu incontournable. Maintenant, je me permets d'être plus, entre guillemets, picky, mais je dis ça vraiment entre guillemets dans les événements auxquels je vais. Ouais. Je vais plus dans des événements, en fait, pour voir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps et que ça me fait plaisir de revoir, que pour découvrir des nouvelles personnes. Je crois que c'est ça maintenant, en fait, la chose. Ouais, c'est ça, ça se peut que je vais être là, mais ça va dépendre de mon travail. Là. Je vais peut-être y aller. Viens faire un tour, ça fera plaisir si on peut se voir, on ira prendre une bière. Non, excellent. Ou deux.
C'est vrai, toi, t'es dans le coin de Québec. Ouais, je suis dans le coin de Québec. Ouais, je suis probablement un des rares Français qui travaille dans le domaine du marketing et qui va passer par Montréal. Mais ouais, j'ai pas fait le détour, tu sais, par la case plateau et ensuite où tu veux. Non, je suis arrivé directement à Québec. Ouais. Comme tout le monde. Ouais, je suis arrivé, c'est ça exactement. Mais là, on est en instance d'ouverture de bureaux sur Montréal en collaboration avec d'autres partenaires. On est en train de discuter un petit peu de ça. On a discuté un petit peu comment on pourrait aussi les accueillir sur Québec, etc. C'est quelque chose aussi qui fait partie beaucoup de la culture de Réverbère, ce système de collaboration avec d'autres organisations. On travaille avec pas mal d'agences en fait, si je puis dire, dans notre domaine direct. On travaille avec des agences à Québec, avec des agences à Montréal, pour justement parfois de manière totalement transparente ou un petit peu dissimulée, offrir nos services à leurs clients, ou pour simplement faire des échanges de services. Mettons une conférence à nos clients, je viens faire une au tienne, viens travailler au bureau à Québec quand tu es ici, viens travailler chez nous quand tu es à Montréal, ce genre de choses par exemple. Ah, c'est cool ça, c'est le fun. Moi j'aime ça quand le monde justement, parce que je suis un peu comme ça aussi. Mais je trouve que la collaboration va toujours mener plus loin que la guerre. Puis moi, quand on était chez Maple Insight, vraiment, on avait encore une fois cette logique de partage, que ce soit à l'interne, même que ce soit au niveau par exemple, d'un point de vue technologique, qu'est-ce qu'on montait, nos roadmaps, ce genre de choses. On était beaucoup dans le partage, dans l'échange avec la communauté, que ce soit la communauté du bureau, la communauté en dehors du bureau. Puis c'est quelque chose qui manque beaucoup, je trouve, dans le domaine des communications. Moi, il y a bien des événements auxquels je vais plus parce que je trouve que puis c'est très personnel ce que je veux dire, parce que ça va faire grincer les dents. Je trouve que c'est très nombriliste, je trouve que c'est très focusé sur un peu tout le temps les mêmes personnes, voire la même personne. Donc c'est pas tant quelque chose qui m'excite, pour être franc avec toi. Je préfère essayer d'arriver dans une démarche beaucoup plus collaborative et intégrer, si je puis dire, un secteur d'activité avec des gens qui sont enclins à aller dans ce sens-là, plutôt que des gens qui préfèrent rester dans leur coin en se flattant la bedaine et puis en pensant que c'est les meilleurs du monde, tout simplement. Ouais. Oh my god. Ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas l'idéal, là. Mais comme vous, c'est ça, vous faites c'est quoi, de la publicité sur Instagram, entre autres, mais vous faites du marketing de contenu? Non, tout ce dont une marque, notamment dans le commerce de détail, dans le domaine du voyage, dans le domaine de la culture, dans le domaine des produits alimentaires, c'est vraiment nos secteurs, je te dirais, privilégiés. Peu importe les besoins qu'ils rencontrent sur Instagram, nous, on est là pour, en fait, solutionner ces enjeux-là. Puis ces enjeux, encore une fois, on les classe vraiment selon 4 catégories. Donc, comme je disais tantôt, il y a tout ce qui a trait au marketing de contenu, que ce soit au niveau de la stratégie de contenu, que ce soit au niveau de la direction artistique, la création des contenus, la post-production des contenus, la planification, la diffusion des contenus, bref, tout ce qui a un impact avec ce que tu vas publier, la façon dont tu vas le publier, comment tu vas le publier, on répond à tous les enjeux à ce niveau-là. Idem pour tout ce qui a trait à ce qu'on appelle le marketing d'interaction. Le marketing d'interaction, c'est la façon dont tu vas, en tant que marque, interagir avec tes personas de clientèle, que ce soit une clientèle commerciale, que ce soit une nouvelle clientèle, que ce soit une clientèle plus RH, par exemple. C'est savoir comment tu vas aller engager avec ces gens-là. Donc, comment, entre guillemets, tu vas répondre à leurs questions, mais également comment toi, de manière proactive, tu vas aller amorcer la discussion avec ces gens-là. Donc tout ce qui touche à ce volet-là. Ensuite, on a bien sûr tout le volet qui touche le marketing d'influence. C'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup. D'ailleurs, on a fait pas mal de campagnes de marketing d'influence pour nos clients récemment. Si je te parle du Cirque du Soleil, peut-être ça te dit quelque chose. C'est un client avec lequel on a travaillé. Oh ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. D'ailleurs, c'est un super client avec qui on a eu la chance de travailler. Mais sur un dernier spectacle, Portéo à Québec, au mois de décembre. Pareil, il y avait les restaurants chez Victor à qui on a fait le lancement du nouveau menu. Bref, donc tout ce qui va se lancer, en fait, tout ce qui va attraire, à une initiative de marketing d'influence, que ce soit la création du brief interne pour savoir c'est quoi l'objectif de cette campagne, que ce soit monter la liste des influenceurs avec qui on veut collaborer, analyser les profils, savoir si c'est des bons influenceurs, proposer la liste aux clients, sélectionner, faire les retours, monter le brief pour les influenceurs, bon, en gros leur dire pourquoi on vous a choisi, qu'est-ce que c'est le brand, pourquoi c'est un brand est unique, pourquoi les produits sont nice, pourquoi on veut travailler avec vous, comment on veut travailler avec vous, etc. Puis orchestrer la campagne et mesurer donc les résultats de celle-ci. Et enfin, comme tu le disais, tout ce qui a trait au marketing publicitaire, donc du placement sur Instagram, que ce soit dans le feed des usagers ou que ce soit dans les stories ou que ce soit, travailler avec les données d'Instagram pour faire du positionnement sur d'autres plateformes, par exemple. Donc c'est pas mal, je dirais, les 4 métiers qu'on a. Ok, c'est quand même complet. C'est complet, puis on devait, nous, notre objectif, encore une fois, c'est de profiter de ce réseau social qui est Instagram, qui est un réseau social qui est en pleine ébullition. Hein. C'est un réseau social qui enregistre des performances absolument incroyables, voire les plus grandes en termes de croissance. On parle de progression. Sur les 3 dernières années, Instagram est passé de 350 millions d'usagers mensuels actifs à plus de 1 milliard. C'est juste
capoté. Ouais. Puis la tendance se poursuit aussi chez les entreprises. Sur les 2 dernières années, on est passé de 10 millions à 25 millions d'entreprises actives sur Instagram. Okay. Donc c'est vraiment gros. Les gens se disent ouais, bah, Instagram c'est comme Snapchat, ça va être une vague qui va passer. N'oubliez jamais une chose, c'est qu'en arrière d'Instagram, c'est Facebook. Ouais. Puis Facebook, ils savent comment monétiser une plateforme, ils savent faire en sorte que les annonceurs aient des retours sur investissement positifs. Donc, Instagram lui emboîte le pas. La grosse chance, je dirais, qu'on a encore aujourd'hui avec Instagram, c'est que quand on regarde des statistiques comme au niveau de la portée, comme au niveau du taux d'engagement, ou encore des concepts qui servent tout simplement à aller interagir avec les usagers, on a des bien meilleures performances, je crois, sur Instagram que sur Facebook. D'ailleurs, il suffit de regarder les paniers d'achat moyens des usagers de ces 2 plateformes pour se rendre compte qu'Instagram, et je parle même pas du volet transactionnel qui est encore une fois en cours de déploiement, est vraiment une plateforme extrêmement propice. Donc nous, grosso modo, on est là pour aider les gens, des entreprises, que ce soit des PME, que ce soit des entreprises qui sont implantées au niveau national ou international, même au niveau local, on a des clients qui sont des auto-entrepreneurs, puis qui font des retours sur investissement à 2 chiffres. Ouais. Donc on est là pour aider ces gens-là, pour concrètement les aider à mieux performer sur Instagram, et de ce fait, augmenter les revenus qu'ils font par le biais de leur stratégie de marketing numérique, ou augmenter leur notoriété, ou renforcer le positionnement de leur marque employeur, par exemple, ou faire en sorte que leurs clients soient plus impliqués, ou faire en sorte que... Bref, il y a milliers d'objectifs qu'on peut atteindre, mais nous, notre objectif, en tant que marque, c'est de favoriser l'adoption d'Instagram par les marques québécoises et canadiennes. Non, moi je suis vraiment zéro Instagram, là, mais pour le peu de fois que j'ai été, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'interactions, les likes, les commentaires. Je trouve que comparé à Facebook, là, c'est incroyable. Là. Mais moi, je suis zéro. Je suis pas comme, je suis pas tant photo. Il faudrait que je m'y mette, là, mais... Non, puis c'est un réseau qui est quand même niché, c'est niché par la clientèle, veut pas. Si tu regardes, globalement, je te dirais, Instagram reste un réseau social qui est très populaire sur les 18-24 ans. À vrai dire, c'est le réseau social le plus populaire de cette tranche d'âge-là aux États-Unis. Puis c'est également le réseau préféré des influenceurs. Donc c'est sûr que déjà on se retrouve avec un certain type de clientèle. Ouais. C'est un réseau social aussi qui est très apprécié des gens qui ont des revenus assez importants. Donc c'est une plateforme qui est très mobile, parce que veut pas d'être un réseau social. Instagram pour moi c'est une application mobile. Donc c'est sûr que ça va chercher certaines strates de la population plus que d'autres, notamment par exemple les femmes aussi. Ça a tendance un petit peu à se niveler vers un équilibre. Mais bref, c'est sûr que tu vas plus chercher certaines tranches de population, donc veut pas, c'est sûr que quand tu fais des campagnes extrêmement ciblées sur celle-ci, tu as des résultats qui sont super intéressants. Ah, clairement. Non, c'est sûr. Là, je sais que tantôt, tu nous as parlé du conseil que ton père t'a donné qui fait beaucoup de sens, là, mais est-ce que toi, est-ce que c'est ça le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer en entrepreneuriat? Ouais, ben oui, parce que moi, je te dirais, je me fais répéter ça depuis l'âge de, je pense que, depuis l'âge de 13-14 ans. Je pense, du moins, je me souviens me le faire répéter depuis cet âge-là, parce que c'est l'âge où j'ai commencé un petit peu à commencer à faire quelques bêtises, puis à commencer à dire que l'école c'était pas pour moi, puis que je préférais aller faire du skate dehors avec mes copains, puis boire des Monaco, donc de la bière avec du sirop de grenadine. Ah ouais? J'avais des goûts de chiottes. Je me rappelle, puis ça c'est juste la face cachée de l'iceberg, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas dire, mais bref, non, c'est ça. Je me fais répéter ça depuis très jeune, puis j'ai la chance d'avoir vraiment en fait, moi, mon modèle dans ma vie d'entrepreneur, c'est mon papa. Okay. C'est bizarre parce que mon père a jamais été entrepreneur, mais ça a été le plus beau entrepreneur que j'ai connu, dans la mesure où il arrive d'un milieu qui socialement n'est pas forcément tout rose, parce que c'est un fils d'immigrés qui arrivait très jeune en France, d'une famille très modeste. Mes grands-parents, moi, ne savaient ni lire ni écrire, par exemple. Okay. Donc c'est sorti de ce marasme, de cette situation-là, si je puis dire, à la force de l'abnégation qu'il avait, du travail qu'il mettait. Donc je dirais que pour moi c'est vraiment un modèle, dans la mesure où c'est la preuve incarnée qu'en venant de peu importe d'où on venait, on pouvait faire de grandes choses. Donc c'est sûr que me faire répéter ça, même encore aujourd'hui à l'âge de 30 ans, quand on se parle, parce qu'on se parle à peu près toutes les semaines, si pas plusieurs fois par semaine, me faire répéter ça à chaque fois que je l'ai au téléphone, c'est sûr qu'au bout d'un moment, je dirais que ça t'influence grandement. Puis encore une fois, ça peut paraître pessimiste comme un message, parce que oui, imagine le pire, tu seras jamais loin de la vérité, ça a quand même une connotation assez négative, mais comme je le disais tantôt, je pense que ça permet énormément d'apprécier les bons moments, puis de se rendre compte à quel point, malgré tout, on est quand même privilégié. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de se plaindre de ce qu'on a, mettons, dans notre assiette, ou de ce qu'on a comme habit quand on voit ce qui se passe ailleurs, tout simplement. Mais tu sais, c'est pas si négatif, ça, c'est aussi pour te dire le pire qui pourrait arriver. Fait qu'il faut quand même que tu pèses le pour et le contre, puis il faut que tu penses au pire, parce que souvent le pire, il pourrait arriver pour vrai, là.
Ouais, c'est ça. Puis ça permet aussi de savoir, mais qu'est-ce que c'est le pire? Imagine le pire. Avant de savoir c'est quoi le pire, mais il faut arriver à le définir. Qu'est-ce que c'est le pire? Puis justement, l'imaginer. Mais ça permet de s'y préparer, mais peut-être même de l'éviter. Ouais. Puis, quand on l'évite pas, mais on est mieux préparé à encaisser la chose. En fait. Nous, par exemple, quand on a lancé Réverbère, nous, on travaille beaucoup avec des marques dans le commerce de détail, encore une fois, notamment des marques qui sont dans le domaine, par exemple, du prêt-à-porter, par exemple. Et quand on s'est lancé, cette clientèle-là qui était dans le domaine du prêt-à-porter, qui a eu un passé, puis même qui a encore un présent très intéressant au Québec, c'est le premier genre qu'on a approché. Mais on s'est lancé en octobre, et quand tu approches des marques qui sont dans le commerce de détail au mois d'octobre, tu vas, peu importe ce que tu vends, ou ce que tu veux acheter, ou ce que tu veux faire, ou peu importe, tu vas toujours avoir la même réponse. Oui, mais on s'en reparle. Pourquoi? Parce que Black Friday, parce que Cyber Monday, parce que le Boxing Day, parce que les vacances de Noël. Donc bref, on a fait octobre, novembre, décembre, une grosse partie en fait de notre première année où on a tourné en fait à vide. En fait, il y avait aucun contrat qui rentrait. C'était absolument pas catastrophique parce que encore une fois, on s'y était préparé avec cette phrase de mon père là, mais ça nous a permis justement de se dire, ok, il n'y a pas de vente à faire là, c'est pas le moment, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Puis c'est là, par exemple, qu'on a eu l'idée de travailler sur Instagram sans filtre. Instagram sans filtre, à l'origine, c'était quoi? C'était pas un e-book, c'était une série d'articles. Puis finalement, j'ai commencé à écrire ça. Puis j'ai passé 10 jours, en fait, à rédiger le e-book et je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas une suite d'articles, c'était tout simplement, on allait créer, en fait, le meilleur l'ouvrage marketing le plus complet qui a été publié sur Instagram et qui, j'espère, le restera longtemps, puisque je fais quand même pas mal de veille sur ça, et que ce soit des HubSpot de ce monde, ou même des livres qui sont payants, puis des livres qu'on trouvait sur des Amazon ou quoi que ce soit. Il y en a peu qui vont aussi loin que ce qu'on fait dans ce e-book-là. Ah, je t'avoue, je l'ai téléchargé, mais je l'ai pas encore regardé, là, parce que justement, comme je te dis, je suis pas très Instagram, là, mais en fait, je l'ai ouvert et j'ai vu justement qu'il y avait beaucoup de pages. Fait que tantôt, quand tu as dit ça, je te crème, il y a du stock, là. Ouais, puis c'est pas, il y a beaucoup d'images aussi, il y a beaucoup d'études de cas. Ce qu'il y a de bien, en fait, puis c'est aussi, ça fait partie, je pense, de ma philosophie d'entrepreneur, pardon, et ça rejoint ce que je disais tantôt, tu sais, quand je disais que j'aimais partager, éduquer les gens. Ce livre-là, en fait, n'importe qui s'intéresse au marketing de près ou de loin, je dis pas Instagram, mais vraiment du marketing, va, je pense, apprécier ce livre dans la mesure où il va lui permettre d'apprendre des nouvelles choses de manière vraiment très douce. C'est-à-dire que la courbe, si je puis dire, d'apprentissage que permet d'avoir ce livre est à la fois douce, c'est-à-dire que ce soit un débutant, un intermédiaire, un avancé ou un expert va apprendre des choses, mais surtout, elle est prolongée. C'est-à-dire que si tu arrives, mettons, pour je sais pas moi, avoir des conseils sur le marketing d'influence, mais je vais aussi te donner des conseils, par exemple, sur tout ce qui touche, par exemple, ta stratégie de contenu. Si tu viens pour, par exemple, avoir du marketing publicitaire, tu vas avoir aussi des conseils, par exemple, pour tout ce qui touche, tout ce qui est le automation marketing. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi qui me caractérise beaucoup en tant qu'entrepreneur, puis je suis content qu'on retrouve ce genre de choses dans ce qu'on fait chez Réverbère. Dans la mesure où ça fait partie beaucoup de notre vocation d'éduquer, puisque, comme on le disait tantôt, Instagram est encore, c'est pas encore le média de l'heure au Québec. Je crois Instagram est le 3e ou 4e réseau social au Québec derrière Facebook et YouTube. Ouais, je crois qu'on est le 3e. Mais je sais qu'il y a YouTube qui perd pas mal de terrain, à vrai dire. Puis, pour avoir fait des campagnes sur YouTube, c'est une plateforme qui est difficile à travailler pour plein de raisons. On pourra faire un autre podcast à ce sujet-là. Mais j'ai bon espoir qu'Instagram, peut-être pas l'année prochaine, mais d'ici 2 ans, soit la plateforme numéro 2 au Québec. Pourquoi pas la numéro 1 dans quelques années quand on voit l'exode des 18-25 ans sur Facebook. Parce que c'est vrai que les 18-25 ans, puis en dessous, sont même plus sur Facebook. Et quand ils y sont, c'est juste pour se désinscrire quelques temps après. Ok, moi je vais t'avouer, je connais pas trop les données à ce niveau-là. Il y a celle du Cefrio que vous pouvez consulter en permanence, qui sont vraiment très intéressantes. Puis pour en revenir au e-book, il y a beaucoup de sources d'informations également. Donc vous pourrez aller consulter les sources si vous n'avez pas trop foi en ce que j'ai dit. Non, ça, t'avais pas pensé. Tu sais, parce que moi aussi, justement, je pensais écrire un e-book, là, mais je me demandais si j'étais mieux de. Je pensais le donner, oui, là, mais tu sais, il y a toujours la possibilité de le vendre, surtout quand tu as mis beaucoup de temps dedans. Ça dépend toujours de ta stratégie. Nous, en fait, j'en parlais avec Robin Vézina, qui a un autre podcast qui s'appelle Hypercroissance récemment. Puis on discutait un petit peu de ce e-book-là, puis à quel point ce e-book avait joué un rôle important, si je puis dire, dans la première année de Réverbère, parce que veut pas, c'est un de nos gages de crédibilité. Ce qu'on fait avec nos clients en est un, mais cet ouvrage en est un autre. Nous, le mindset qu'on a eu quand on a rédigé ce e-book-là, c'était quoi? C'était faire le meilleur ouvrage possible et inimaginable. C'est-à-dire qu'on voulait que ce contenu vive dans le temps et que peu importe ce qu'on fait, ce contenu continue à nous apporter des opportunités d'affaires au fil du temps. Puis c'est le cas puisque ce e-book est encore téléchargé par des dizaines et des dizaines de personnes chaque semaine.
Okay. Donc ça, c'était l'objectif numéro 1. Puis l'objectif numéro 2, c'était vraiment de collecter les adresses courriels des gens pour pouvoir les qualifier ensuite, puis potentiellement aller développer des opportunités d'affaires avec ces gens-là. Puis ça, encore une fois, c'est un objectif atteint. C'est pour ça que le livret est gratuit. Puis c'est pour ça que les gens aiment le télécharger, parce que c'est une ressource qui, je pense, a une grosse valeur ajoutée et qui, malgré ça, n'est pas payante. Non, c'est ça. Le monde se dit, s'il me donne de quoi d'aussi bonne qualité, j'imagine pas la qualité du travail qu'il est capable de faire. Là. Ouais, c'est ça. Puis on peut pas tout mettre non plus dans le livre, parce que sinon nos clients, ils ont besoin d'apprendre, puis c'est correct. Mais si on leur donne trop, au final, ils surchargent parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'est ça. Non, c'est ça. Ah, c'est clair. Mais même à ça, tu sais, souvent le monde va quand même aller. Il y en a qui ont pas le goût de le faire. Là. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit moi je veux que tu t'occupes de mon podcast, que tu uploades tout. Moi, je veux même pas l'apprendre. Il dit ça m'intéresse zéro, même si tu me le montres, il dit je voudrais pas le faire. Fait qu'il dit, je veux que tu le fasses. Il y a du monde qui sont comme ça. Là. Ben, je pense que c'est important, tu sais, d'avoir des gens qui s'impliquent. Nous, quand on parle avec nos clients, on parle pas de budget d'abord. La première chose dont on parle, c'est le client en termes de ressources humaines. Donc, est-ce que tu as des gens dans ton équipe qui peuvent s'occuper de certaines choses? Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Est-ce qu'ils ont les connaissances pour le faire? Parce que, puis c'est encore une fois, ça aussi, ça fait partie un petit peu de la culture qu'on a de transférer des connaissances. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le client soit le plus autonome possible sur des volets vraiment très récurrents, comme la création de contenu, la gestion de communauté, qui veut pas. Au final, sont des choses qui coûtent cher parce que ça demande du travail. C'est beaucoup de jobs, puis c'est du job récurrent, en fait. Donc, on veut qu'ils soient le plus vite autonomes sur ce volet-là pour que nous, on puisse les conseiller sur des choses beaucoup plus avancées, comme sur du marketing d'influence, comme sur des campagnes d'interaction, comme sur des campagnes publicitaires, des activations. Ce genre de choses-là qui sont là beaucoup plus techniques et où on a besoin d'avoir des avis externes, mais qui sont beaucoup plus ponctuels, donc au final, qui sont moins chers et qui ont des super beaux retours sur investissement quand combinés aux autres éléments que je mentionnais tantôt. Ouais, non, clairement, ça fait du sens. Ça. Puis tu peux pas juste faire de la pub sans faire du contenu. Là. Ben, tu sais, tu peux, là, mais ça dépend de ce que tu vends, ça dépend de tes services et tout. Mais en théorie, il faut quand même que tu sortes quand même du contenu, là, si tu veux que ton monde soit... Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, exactement. Puis le contenu reste le moteur de la présence d'une marque sur Instagram. Et d'une marque, je veux dire, que ce soit une marque personnelle, que ce soit une marque commerciale, que ce soit une page qui est plus associée à un groupe, par exemple. Le contenu reste le dénominateur commun. La ligne éditoriale reste le facteur différenciateur numéro 1. Puis je pense que le contenu doit refléter ce qu'est la marque, et puis c'est aussi par le biais du contenu qu'on se distingue des concurrents, puis des pages avec si je puis dire, des intérêts similaires. OK, clairement. Là, justement, tu as écrit un e-book, mais toi, dans la vie, est-ce que tu es quelqu'un qui aime ça, lire justement des livres sur l'entrepreneuriat en général? Je lis pas en fait, j'adore lire. J'ai beaucoup moins le temps qu'auparavant, malheureusement, parce que je faisais un plaisir de lire quand je prenais mon 1 heure de bus pour aller à l'Orbe-Neuf, et puis mon 1 heure de bus pour retourner chez nous avant. Maintenant, je dirais que je suis dans Saint-Roch et que je travaille dans Saint-Roch, c'est plus compliqué. Donc j'ai moins le temps de lire, puis quand je lis, c'est beaucoup plus, mettons, c'est plus pour le plaisir, entre guillemets, de lire que pour apprendre quelque chose. C'est-à-dire que je lis beaucoup de romans, j'adore certains auteurs européens comme Houellebecq par exemple, Beck BD, j'aime beaucoup Schmitt, j'aime beaucoup Nothomb, je suis plus sur de la lecture, ouais, c'est ça en fait, pour relaxer que sur de la lecture, si je puis dire, éducative. J'adore écouter des podcasts en revanche, puis j'en écoute de plus en plus, que ce soit des podcasts encore une fois à caractère business ou des podcasts à caractère encore dans le domaine du divertissement, si je puis dire, notamment sur le soccer. Mais c'est ça, je pensais, j'allais dire. Moi, je suis un gros partisan de l'Olympique de Marseille, ça va pas super bien en ce moment, mais c'est le fun, tu sais, au bureau, tu vois, genre on a Maxime par exemple qui est partisan du Paris Saint-Germain, donc on se chambre un petit peu. Bon, c'est sûr qu'eux, ils ont les milliards, nous on a la ferveur, c'est ça la vérité, quoi. Puis Margot, elle vient donc de la région de Lyon, donc où il y a un autre rival de l'OM qui est l'Olympique Lyonnais. Donc c'est footballistiquement parlant, je te dirais, c'est sympathique, quoi. Ça apporte des sujets de conversation. Mais sinon, pour revenir à ta question, non, ouais, je te dis beaucoup de podcasts, puis des bons podcasts au Québec, puis ça, je tiens à le dire maintenant que je suis à l'antenne avec toi. Il y en a beaucoup, je veux dire, toi, tu fais un super boulot. Tantôt, je parlais de Robin Vizina, c'est super exemple. Marco Bernard, je pense qu'il est quand même un incontournable, si ce n'est l'incontournable. Olivier Lambert aussi, avec qui on a des beaux projets d'ailleurs pour 2019. Bref, il y a vraiment une pelleté de super bons podcasts au Québec, puis je tiens à vous féliciter les gars et les filles qui faites en sorte de favoriser l'émergence et l'émancipation de cet écosystème-là, parce que je trouve que c'est un super beau moyen de partager des expériences, d'aller apprendre des choses, puis de découvrir, entre guillemets, d'autres succès ou d'autres exemples. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Ça fait plaisir.
C'est quoi qui t'allume le plus, justement, au niveau d'entrepreneurial ces temps-ci? Ben, veux pas, c'est sûr que j'ai pas mal le nez collé à la feuille sur Instagram, mais je travaille beaucoup, je fais beaucoup de recherches en fait par rapport à comment on va pouvoir, si je puis dire, faire évoluer notre modèle d'affaires, non pas en nous diversifiant, mais justement encore plus en nous nichant sur certaines choses. Là, par exemple, on travaille beaucoup avec des influenceurs sur des campagnes qu'on pourrait qualifier comme étant de l'affiliation. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On fait beaucoup de recherches à ce sujet-là. Puis on est vraiment sur certains domaines très particuliers. On a par exemple un client qui est dans le domaine animalier. On est en train de développer par exemple un partenariat avec une agence aux États-Unis qui représente uniquement des célébrités canines. Donc eux ils font que ça, c'est de l'influenceur canin. Puis c'est une agence qui ferait rougir bien des entreprises au Québec quand on voit les clients avec qui ils travaillent, si je puis dire, parce que c'est des gros brands. Donc ça c'est un exemple. Donc je dirais que je vais beaucoup moi personnellement travailler sur ça. Notre volet sur lequel je compte travailler beaucoup, c'est vraiment sur le renforcement de la marque employeur de Réverbère, parce qu'on est rendu là, on commence à avoir du monde à l'interne. C'est des gens qui progressent à une vitesse fabuleuse. Puis j'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe, que ce soit les permanents, si je puis dire, ou plus les temporaires. Mais je vais travailler énormément sur ça. Je vais travailler également sur le volet un petit peu financement, parce qu'on veut aller chercher de la croissance. Puis quand on est une entreprise de service au Québec, aller chercher du financement public, c'est pas facile. Hein. Aller chercher de la subvention, ça c'est notamment suite aux abus qu'on a eu par le passé avec différentes firmes à 3 lettres, hein, si vous voyez ce que je veux dire par exemple. C'est du financement, notamment du financement municipal, ce genre de choses. Donc faut aller chercher des capitaux privés, il faut faire des levées de fonds, mais en même temps, quand on fait des levées de fonds, il faut essayer de pas baisser, si je puis dire, la culotte et rester droit. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais travailler. Puis aller travailler sur d'autres marchés. On travaille beaucoup avec la France, notamment avec la région parisienne actuellement. C'est quelque chose sur lequel on veut poursuivre nos efforts, parce que on veut faire réveillonner le savoir-faire que l'on a au Québec, parce qu'on a un savoir-faire qui est assez exceptionnel, je crois. Puis là je parle pas de Réverbère, je parle vraiment de beaucoup d'entreprises que j'ai le plaisir de côtoyer au quotidien. Donc on veut être les ambassadeurs de ce savoir-faire là. Puis on va dire que le taux de change actuellement est quand même super avantageux pour les gens qui Ouais, clairement. Donc c'est pas mal trois des directions sur lesquelles je vais me concentrer et qui m'allument en tant qu'entrepreneur. Ensuite c'est sûr que parallèlement, tu sais, comment je pourrais dire, le chemin entre guillemets de l'entrepreneur et le chemin de la personne entre guillemets en tant que telle, donc la personne, l'humain, moi si je puis dire, sont étroitement liés. Mais ce que j'aimerais vraiment en 2019, c'est essayer de me dissocier un petit peu plus de tout ça, pas dans le sens moi m'impliquer dans ma business, mais essayer de m'impliquer de manière plus intelligente, que mon associé s'implique de manière peut-être plus intelligente, qu'on arrive mieux à structurer les choses pour que justement avoir un petit peu plus de temps libre pour mais prendre du recul. Souvent prendre du recul ça aide beaucoup, donc avoir justement ce recul, prendre des meilleures décisions, puis prendre un petit peu le soleil aussi, parce que je dois t'avouer que je manque un petit peu de soleil actuellement. Oh, moi aussi. Ça sent bien, courage. Ouais, non, c'est clair. Hein? En dehors de l'entrepreneuriat, ça serait quoi ton plus grand rêve? Écoute, moi je fais partie de ceux qui pensent que le voyage c'est la meilleure école de la vie. On dirait ça, moi aussi. J'ai eu la chance, moi, de voyager très jeune, notamment bien beaucoup en Europe, que ce soit en Espagne, au Portugal, bien entendu, mais également au Moyen-Orient ou encore en Asie avec la Chine. Puis, je me suis rendu compte qu'on apprenait tellement de choses sur nous-mêmes, puis sur la vie en général, lorsqu'on était en fait confronté à des choses qu'on connaît pas, puis des choses qui nous mettent vraiment dans des positions auxquelles on n'est pas habitué. Que je pense que dans le parcours scolaire, on devrait avoir une matière axée sur le voyage. Ça s'appellerait pas voyage, ce serait de l'épanouissement personnel. Mais je pense que dès qu'on arriverait au cap de l'adolescence, je pense que les gens devraient partir en voyage 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'étranger. Puis sans leurs parents, vraiment dans des endroits où ils vont un petit peu être amenés à réfléchir par rapport à eux-mêmes. Puis entre guillemets, à se débrouiller. Donc, grand partisan du voyage, ouais. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Avec grand plaisir. C'est très apprécié. Écoute, je sais pas si en terminant, tu veux nous plugger quelque chose, ton site, je sais pas si vous avez un Instagram, YouTube, n'importe quoi, Facebook, gêne-toi pas, LinkedIn. Vous pouvez aller visiter notre site, puis vous pouvez surtout aller télécharger le e-book dont je vous parlais. Je vous garantis que vous allez rentabiliser 2 heures de votre temps très facilement, donc www.studio-reverber.com. Puis si le cœur vous en dit, allez nous suivre sur Instagram, sur Facebook. On publie pas trop de contenu, pour être franc avec vous. Ça a été la grosse reproche qu'on s'est faite sur la première année. C'est pas par manque d'intérêt, mais c'est plus par manque de temps.
Mais il va y avoir pas mal de grosses nouvelles dans les prochains mois. Déjà, premièrement, probablement une V2 du site web avec notamment un blog et des case studies. Il va y avoir également plusieurs annonces de partenariats qui vont être faites avec différents événements, avec différentes entreprises. Puis, il va peut-être y avoir quelques formations intéressantes à aller chercher également. OK. Vous allez faire des formations ou... On en fait déjà avec le grenier aux nouvelles, on en donne une de mémoire, je crois qui est fin mars ou début avril. Vous pouvez aller voir sur le site du grenier aux nouvelles dans la section formation. Si vous tapez Instagram, vous devriez probablement trouver ma formation. C'est une formation où on explique notamment comment notre méthodologie en interne fonctionne, puis comment vous pouvez la mettre en place dans votre organisation. C'est une formation de 3h30, c'est une formation assez conséquente, je te dirais, assez complète. Okay. Puis c'est surtout une formation qui est assez plug and play, c'est-à-dire que tu vas sortir de la formation, tu vas avoir un roadmap sur comment, si je puis dire, implanter notre méthodologie dans ton entreprise en fonction de tes objectifs, en fonction de tes personas de clientèle, en fonction bien entendu de tes réalités, que ce soit au niveau des ressources humaines ou que ce soit encore des ressources budgétaires, tout simplement. OK. C'est au niveau de l'entreprise ou au niveau de la publicité, c'est sur le contenu marketing, Instagram et tout? La formation est vraiment axée sur 3 volets. Il y a tout le volet qui est prépondérant dans ce qu'on fait, et puis je pense que c'est quelque chose qui nous distingue à peu près de n'importe quelle entreprise au pays qui travaille dans ce domaine-là, que ce soit spécialisé sur Instagram ou autre. C'est la façon en fait dont on vient de traduire la réalité d'affaires de nos clients sur Instagram. Donc comment on traduit par exemple les personas de clientèle, qui sont les influenceurs qui suivent, quelles sont les marques avec lesquelles ils engagent, quelles sont la fréquence de publication, quels sont les hashtags qu'ils utilisent, bref, tout ce volet de traduction-là, puis d'autres, je veux dire, tout le volet de traduction des objectifs, plutôt intégration d'Instagram dans l'ensemble donc de la stratégie marketing. Donc ça, c'est vraiment le premier volet de la formation qui est vraiment axé sur le côté affaires, tout simplement. Ensuite, le deuxième volet, c'est plus sur la stratégie de contenu, donc les thématiques de contenu, tout ce qui est ligne éditoriale, donc l'axe de communication, les messages clés véhiculés, tout ce volet en fait qui encore une fois est prépondérant puisque c'est vraiment le facteur différenciateur numéro 1 sur Instagram. Puis ensuite, tout le volet donc d'interaction, donc comment interagir avec votre audience, quels outils mettre en place, quels processus mettre en place, comment mesurer vos interactions, vraiment tout ce volet en fait qui permet en fait vraiment de vous distinguer des autres dans la mesure où je pense que la grande reproche que l'on peut faire aux entreprises encore aujourd'hui sur Instagram, c'est qu'en termes d'interaction, c'est pas ça. Oui, l'interaction prend du temps, mais l'interaction a tellement une place prédominante et prépondérante dans les stratégies et du moins dans les facteurs clés de succès, on peut dire que c'est quelque chose sur lequel les entreprises doivent s'attendre. OK. Ah, c'est bon. Donc, c'est un petit condensé de la formation. Mais si vous allez sur le site du Grenier aux Nouvelles, puis si vous regardez la formation en question, je crois que c'est comment maximiser votre retour sur investissement sur Instagram. Vous allez avoir tout le plan de la formation avec les key learnings, ce genre de choses-là. Vous allez voir, c'est un bel investissement, je pense, à faire. Puis vous allez voir, on passe du bon temps, on rigole. Ouais, je vais mettre le lien dans la description pour ça aussi. Ça marche. Mais écoute, encore une fois, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était très apprécié, c'était bien le fun. Avec plaisir. Puis écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn à Charlie Fernandez. Ça me fera plaisir de vous répondre ou sinon à m'envoyer un courriel à c.fernandez@commercialstudio-reverber.com. Puis vous savez quoi, c'est toujours plaisant de jaser. Parfait, je te remercie beaucoup. Puis merci à tous d'avoir été là. Et on se retrouve à un prochain épisode. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bye bye.